Grand C, une adhésion des peuples. À la fin de la guerre, les Américains ne trouvaient en Allemagne que des citoyens qui juraient leur grand Dieu de n'avoir pas souscrit au projet nazi et d'être de braves sociodémocrates conduits à l'impuissance face à la machine totalitaire. Lors des dernières élections libres en Allemagne, les nazis n'avaient recueilli que 40% des voix. Dès la mort de Staline, Khrouchtchev entama un processus de déstalinisation dénonçant les dérives du système, séparant ainsi le stalinisme du projet communiste. Et pourtant, peut-on considérer que les Allemands, y aurait-il donc un décalage ? Y aurait-il donc un décalage entre l'apparente adhésion donnée par la propagande et la réalité des faits? Y a-t-il eu des oppositions au régime totalitaire? Peut-on considérer que Allemands, Italiens et Soviétiques n'ont été que des victimes de leur histoire? L'actuelle ostalgie, donc dit ostalgie en allemand, donc qui est un jeu de mots composé du mot Ost, qui veut dire Est, et nostalgie, la même signification qu'en français, prouve que les régimes dictatoriaux ou totalitaires ont reçu des soutiens dans de larges franges de la population qui se souviennent des aspects positifs du communisme. Égalité homme-femme, éducation, travail, santé et culture gratuite, logement assuré. Et que ce sentiment d'adhésion se révèle d'autant plus fort que l'entrée dans le monde capitaliste a été souvent brutale pour les pays d'Europe centrale à partir de 1989-1991. Alors, y a-t-il eu une adhésion ? D'abord, il faut tenir en compte que l'abrutissement par la propagande est un élément essentiel pour comprendre l'adhésion d'une partie de la population au projet totalitaire du parti et de son chef. Ceci est notamment vrai pour les plus jeunes qui n'ont pas connu d'autres régimes politiques. Mais il faut aussi voir l'adhésion non pas seulement comme un fait subi, mais un choix par l'adhésion à des thématiques telles que le nationalisme, l'antisémitisme, l'égalitarisme social. L'avènement de ces régimes a aussi offert des opportunités de carrière à des hommes neufs par l'exclusion d'opposants, juifs, socialistes, communistes, homosexuels ou bourgeois en URSS. Les commandes d'État permettent aux industriels allemands et italiens de s'enrichir. La mise à disposition de la main-d'œuvre concentrationnaire par les SS fit les beaux jours économiques de toutes les grandes entreprises du Reich. L'arianisation de biens juifs a permis à des industriels d'acquérir à bas coût des usines et autres immeubles. Quand la rapine se conjugue à l'idéologie, on voit que tous les comportements peuvent apparaître. La collaboration fut donc totale entre de très larges franges du monde économique et les États totalitaires de l'Axe. On voit donc qu'un régime totalitaire, comme un régime dictatorial, ne peut pas tenir sur l'unique violence et la propagande. Il faut que de larges franges de la population adhèrent au système, soit par conviction idéologique, soit par opportunisme, soit par peur. Ainsi, l'on voit que les Allemands se sont battus pied à pied en 1944-1945, alors même que la situation militaire était désespérée. On voit aussi que l'ostalgie s'est largement développée après 1989-91, à la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale, car le régime communiste offrait, malgré la dictature, des avantages concrets, du travail, un logement gratuit, une santé de qualité et une éducation complète. Ces populations confrontées au capitalisme nouveau et à ses limites, les rigueurs du chômage, etc., ont parfois regretté, ce qui peut paraître totalement aberrant vu de notre point de vue,
ils ont véritablement regretté ces régimes. Et aujourd'hui, les partis communistes ou leurs héritiers font encore de bons scores électoraux dans l'ensemble de ces pays.